laitier au BRGM. Donc aujourd'hui, bon, comme il a dit, je suis chercheur au BRGM. Je travaille sur le développement des procédés pour extraire les métaux de différentes ressources secondaires. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les travaux réalisés au BRGM dans le cadre d'un projet IPAS, Approche Phytomanagement pour la gestion des déchets sidérurgiques, qui est financé par l'ANR. Et comme vous voyez les hauteurs de cette présentation, ça a Ben Samdi, le stagiaire qui était master 2 chez Eric Meux, Alain Seron, qui travaille avec moi aussi au BRGM, Fernando Pereira et l'école des mines de Saint-Étienne qui est coordinateur de ce projet. Donc actuellement, nous assistons à l'épuisement des ressources naturelles dans le monde et il existe une forte demande de ressources primaires en métaux utilisés dans la haute technologie, la technologie verte. Donc, car ces métaux s'épuisent à l'avenir, donc une des solutions pour résoudre ce problème est de récupérer ces métaux à partir d'une ressource secondaire, par exemple les produits métallurgiques qui contiennent des métaux comme le chrome, le vanadium, le molybdène, etc., d'autres métaux aussi. Pour récupérer ces métaux, bien sûr, il existe un besoin technologique plus efficace pour minimiser les dépenses et l'impact environnemental et pour répondre à la demande croissante de ces métaux pour la haute technologie. Donc, le laitier pourrait être une très bonne ressource secondaire car il contient une teneur élevée de différents métaux. Par conséquent, ils doivent être considérés comme une ressource et non pas comme un déchet. Donc, l'enjeu est de pouvoir récupérer sélectivement des métaux de valeur tout en connaissant leurs caractéristiques physico-chimiques. Un échantillon représentatif de laitier généré par le four à arc électrique fourni par Industil, qui est filiale de ArcelorMittal, a été caractérisé et traité afin de récupérer des métaux ciblés comme le chrome, vanadium, molybdène et de valoriser aussi les résidus obtenus. Donc l'objectif euh, de ce projet, c'est de développer une méthodologie pour la récupération des métaux. Donc au début, c'était le chrome. Quand on a monté ce projet-là, le chrome fait partie de la liste des métaux stratégiques. Actuellement, il ne fait plus. Donc, c'est pour ça qu'on a mis métaux de valeur, le chrome, et aussi les métaux stratégiques, vanadium et molybdène. On peut trouver dans les séries électriques. Ça, en utilisant une lixiviation alcaline innovante. Donc, et puis comparer les techniques de grillage conventionnel et micro-ondes pour activer le laitier avant lixiviation. Et puis, développer une méthodologie de récupération sélective des métaux utilisant des pièges anioniques, par exemple les HDR. Donc dans le projet, on a essayé de travailler sur deux variantes de traitement, de pré-traitement de laitier, c'est-à-dire changer la chimie de laitier pour pouvoir lixivier les métaux. C'est la voie pour le grillage conventionnel avec le four et avec micro-ondes. Donc, pour le matériel, donc on a ici les laitiers qui proviennent de l'industrie filiale d'ArcelorMittal, qui sont générés du four à arc électrique. Donc, depuis de nombreuses années, ces laitiers se sont stockés sur le site de Châteauneuf, sous un stock on estime de plus de 10 millions de tonnes. Donc, le projet IPAS, il a pour but de sécuriser ce stock historique et de laitiers, mais aussi de valoriser ces laitiers produits actuellement. Bon, pour le projet IPAS en général, il y a deux grandes tâches. La première tâche, c'est essayer de sécuriser le stock. C'est la partie, l'école des mines de Saint-Étienne qui ont développé ça pour la phytoremédiation. Il y a une thèse qui a été soutenue, je crois, c'est cette année ou l'année passée. D'un autre côté, la deuxième tâche, c'est de valoriser, de travailler sur
le laitier déjà généré du process. Donc, pour essayer de récupérer les métaux et puis valoriser les laitiers. Actuellement, les laitiers de série électrique, ils ne sont pas totalement valorisables à cause des métaux contenus. Donc, pour cela, on a suivi cette méthodologie pour traiter ces laitiers. Donc, il y a l'état qui consiste en 3 étapes. Il y a l'étape qu'on appelle préconcentration ou bien pré-traitement de la matière. On prépare la matière pour y aller vers le traitement thermique et l'exciviation. Et ensuite, c'est l'étape de l'extraction des métaux qu'on a dissous dans l'exciviation. Là, on a fait préconcentration, c'est-à-dire on a essayé de travailler comment essayer de préconcentrer pour alléger la partie l'hydrométallurgie. Donc c'est pour ça qu'on a suivi ces étapes-là. Comme vous savez, les laitiers sont très hétérogènes. On a suivi le protocole d'échantillonnage sur le site pour récupérer une centaine de kilos. Et puis arrivé au BRGM, on a fait encore un échantillonnage. Donc on a procédé d'échantillonnage, broyage. Après le broyage, pour libérer aussi certains métaux déjà qu'on trouve, des alliages, on trouve de la ferraille, on a utilisé de la séparation magnétique voie sèche à basse intensité de 400 Gauss pour enlever que les ferromagnétiques. Et ces ferromagnétiques, iron scrap, ils peuvent être recyclés dans le four à arc électrique. Puis passer en notre échantillonnage pour avoir un échantillon représentatif, puis le concassage, broyage, classification pour avoir une coupure de inférieure à moins 125 microns pour préparer la matière pour l'hydrométallurgie. À ce moment-là, il faut changer la chimie de laitier parce que après, je vais vous montrer les résultats de la caractérisation pour voir ces métaux-là qui sont concentrés dans les spinels qu'on appelle, c'est difficile, ce qu'on appelle la hard oxide. C'est difficile à les casser, donc pour l'hydrométallurgie, il faut y aller travailler à 125 microns. Donc, et puis faire des cobroyages, ajouter des réactifs pour les rendre plus solides, ces métaux. Donc c'est pour ça qu'on a choisi l'attaque alcaline, c'est utiliser les réactifs NaOH, KOH, Na2CO3 et K2CO3, mélanger dans un broyeur pour avoir de l'homogénéité et puis les réactifs, augmenter la réactivité. On a fait des tests même à température ambiante, mais ça ne marchait pas, donc il faut déjà y aller dégriller, le traitement thermique. Et là, même, on a fait des considérations thermodynamiques. On a vu aussi les diagrammes de phase, etc. Il faut monter entre 400 et 600 degrés pour qu'on peut avoir des vanadates, les molybdénates et les chromates qui sont solides dans l'eau. Donc, quand on prépare ce mélange, donc on va aller vers le traitement thermique et on a testé le four conventionnel et les micro-ondes. Donc c'est après la lixiviation dynamique pour voir calculer le taux de lixiviation de ces métaux-là et comparer ces deux techniques. Après filtration, on récupère les résidus et la solution riche en métaux. Bien sûr, le résidu est caractérisé pour voir si on peut le valoriser ou non. Et la solution riche en solutions, du métaux, les solutions riches en métaux, donc on va vers la troisième étape qui est l'extraction de ces métaux en utilisant d'argile anionique comme l'hydroxyde double laminaire, et là pour capturer ces métaux-là. Et les métaux intercalés, on les récupère dans les HDL et la solution après filtration. Donc les laitiers, sur le site, on a fait des prélèvements. On avait des échantillons, des crassiers bruts et des ferrailles aussi, parce que l'industrie, pour le moment, les laitiers qui sortent du process, et ils font que la séparation magnétique, et puis le produit, le laitier déferraillé, et l'envoie à un partenaire qui fait des traitements ultérieurs. Vous voyez ces photos-là, c'est des échantillons très hétérogènes, et je vous le montre après dans le map. Donc, bien sûr, avant de faire toute une étude,
Et bien sûr, choisir quelle technique il faut utiliser pour récupérer la physique et physico-chimique, la caractérisation. On a utilisé différentes techniques analytiques, et la fluorix, la DRX, Morse-spectroscopie, le MEB. Le résultat qu'on vous le voyez ici, euh, pour l'analyse chimique, ces laitiers contiennent plus de 3% de chrome total. Et puis, le molybdène est à 154 ppm et le vanadium est 1450 ppm. Ces laitiers contiennent aussi de fer sous différentes formes d'oxyde et plus particulièrement, ils contiennent beaucoup de spinel, des ferrites. Donc là, on voyait pour la DRX, pour identifier ces phases-là, vous voyez, c'est classique qu'on trouve partout dans les laitiers, mais par contre, nous, on a essayé de suivre où sont logés ces métaux, par exemple le chrome, on les trouve dans chromite, en rouge, vous le voyez, et on trouve la larnite, la malimite, et d'autres hématites, la boustite, etc. Et pour voir aussi qu'on voulait faire l'enrichissement de ces laitiers par voie physique en utilisant la séparation magnétique, on a essayé de regarder, parce qu'on a testé, mais ça ne marchait pas malheureusement. Après le déferraillement de ces laitiers, on voulait aller concentrer. On voulait concentrer les ferrites où contiennent ces métaux. Mais malheureusement, on voit que la séparation magnétique, elle ne fonctionne pas. On trouve dans les deux fractions magnétiques et non magnétiques les mêmes teneurs en fer. Donc on s'est dit on va faire l'analyse avec Morse spectroscopie pour voir les valences du fer. Et on a pu constater que ces laitiers contiennent plus de 50% de fer sous forme de fer paramagnétique. Donc si on utilise une séparation magnétique à moyenne intensité, on peut avoir ces fractions, ces substances dans des différentes fractions magnétiques et non magnétiques. C'est pour ça que ça ne marchait pas. Et le MEP, comme vous le voyez ici, euh, donc on a pris quelques grains pour voir la morphologie et puis voir l'homogénéité de ce laitier. Comme vous le voyez, il y a différentes phases et différentes morphologies. Donc, elle est très variable et très hétérogène. C'est pour ça qu'il est très important de faire chaque fois de l'échantillonnage. Donc, pour la préconcentration, bien sûr, on a passé ça. Donc, malgré que l'industrie il a fait une séparation magnétique sur le site, nous, on s'est dit, on va encore faire un tri physique pour voir si on peut récupérer d'autres métaux. Donc, vous voyez, ces laitiers qui contiennent chrome, molybdène, vanadium, on fait la séparation magnétique basse intensité, 500, on fait un broyage pour libérer, et puis, à partir de la séparation magnétique, on a pu récupérer 8% de la ferraille et préparé avec quartage, comme vous le voyez, et puis tamisage inférieur à 127 microns. Donc, et puis, on a fait euh, des essais, quelques essais préliminaires. On a été réalisé sur le grillage au micro-ondes de différents mélanges de laitier avec différents réactifs pendant 10 minutes. Donc, la figure là que vous voyez qui montre les meilleurs résultats obtenus. Elle montre les taux de lixiviation de ces mélanges en fonction de la température de grillage. On constate que les carbonates de sodium et de potassium ne réagissent pas avec le laitier. Ça, c'est parce qu'on a vu que la température du micro-ondes est basse et que l'hydroxyde et le carbonate de potassium ont une bonne réactivité avec le laitier en augmentant la température et les taux de lixiviation sont plus élevés. Et là, je vous montre cette diapositive qui résume les différents résultats obtenus à partir de la liquidation assistée par micro-ondes, du chrome, du vanadium et du molybdène, dans différentes conditions de grillage au micro-ondes. Les figures montrent l'évolution des taux de liquidation des métaux en fonction du temps de séjour des micro-ondes pour les puissants
la puissance qu'on a utilisée pour le micro-ondes 1, 1,2 et 1,8 kW. On constate que les taux de lixiviation du chrome et du molybdène sont proches de 100%, donc on dissout la totalité, seulement pour 15 minutes de grillage du laitier avec des hydroxydes de potassium. Les mêmes résultats sont obtenus pour les autres puissances, 1,2 et 1,4 kW. Les taux de lixiviation du vanadium sont très faibles pour toutes les conditions. On peut voir que les taux de lixiviation du vanadium et du chrome sont faibles pour le mélange laitier avec carbonate de potassium. Il apparaît clairement que l'ajout du K2CO3 en substitution de la potasse nuit à la mise en solution du chrome, comme illustré sur les figures à droite. Donc, en résumant les résultats qu'on a obtenus de différentes manières de grillage, donc le tableau là, il résume ces résultats et on constate que les meilleurs résultats ont été obtenus lorsque le mélange de laitier et de réactif alcalin est grillé au micro-ondes pendant 15 minutes. Mais malgré qu'on voit le taux de lixiviation, il est proche des deux variantes, mais c'est la cinétique qui diffère. Là, on voit que pour le grillage conventionnel, il faut passer 2 heures de grillage dans un four, alors que dans le micro-ondes, que 15 minutes, ça suffit. Et pour la partie de récupération de ces métaux lixiviés, on a pensé à récupérer ça par des HDL. Donc, on a utilisé l'HDL MgAl2 ou 7 traité thermiquement. Donc, le but, c'est de capter ces ions métalliques. Et vous voyez en rouge MnO4, c'est que le problème, quand on a ces anions-là dans la solution, forte concentration, on récupère pas beaucoup de chrome, donc il prend la place du chrome. Et si on a faible concentration de manganèse, on récupère on capte plus de chrome. Donc c'est pour ça, il faut peut-être penser à récupérer la première étape, le manganèse, et puis aller chercher les autres métaux. Donc ces HCl ont plus d'affinité avec MnO4 que molybdanate ou vanadate ou chromate. Et aussi, avec l'utilisation des HDL, il y a une possibilité de récupérer sélectivement ces métaux. Donc à la fin, on a pensé le procédé qu'on a développé sur le projet IPAS. Donc, comme vous le voyez, la partie à droite, là, c'est la préparation, donc tout ce qui est de déferraillement, pour déferrailler, enlever tout ce qui est de la ferraille, qui peuvent gêner dans l'hydrométallurgie, et puis préparer la matière jusqu'à 125 microns, et cobroyage avec, on a joué le meilleur mélange, c'est laitier avec KOH, et passer avec le micro-ondes entre 600 et 800 degrés. Les lots sont lixivés dans l'eau, et puis après filtration, lavage. Et pourquoi on a mis lavage? Parce que on a constaté que la filtration, malgré en filtre, il reste toujours de chrome et on peut trouver que dans l'eau, donc il faut laver plusieurs fois pour récupérer tout le chrome. Et la solution riche en métaux, on utilise les métaux, récupérer les métaux par les HDL. Et le résidu obtenu de la filtration peut être valorisé dans différentes applications, comme on sait, utilisé dans le laitier, pour les laitiers. Donc, si je peux conclure, c'est vrai, j'ai pas trop montré tous les résultats de la thermodynamique, de la cinétique, etc. J'ai fait une généralité. Donc, ces laitiers-là, en général, il n'y a pas que les laitiers, des laitiers de la série électrique, convertisseurs, etc., où on peut avoir des métaux et il est possible de récupérer ces métaux avec des techniques hydrométallurgiques. Donc, comme vous voyez, ces laitiers contiennent plus de 3,5%, 3% de chrome, et des ferrites, et puis d'autres métaux en forte concentration.
Et puis, les phases qu'on a identifiées, on les trouve partout dans les métiers d'autres métallurgies. Et ces métaux qu'on cherchait, les métaux stratégiques, ils sont plus dans les ferrites. Et c'est pour ça qu'il faut utiliser plus l'hydrométallurgie que d'aller les chercher par voie physique. Et peut-être, on peut dire, on peut utiliser la voie physique et quand même pré-traitement, si possible, de concentrer, s'il y a une possibilité de concentrer. Sinon, il faut directement que de préparer la matière à 100 microns, 125 microns pour y aller vers l'hydrométallurgie. Le Mossberg spectroscopie aussi, il peut nous aider pour voir les valences de fer, puis voir les propriétés magnétiques qu'on a dans ces phases-là. Donc, le procédé hydrométallurgique permet la liquéfaction d'une proportion élevée, notamment du chrome, molybdène. Le grillage conventionnel, comme on a dit, en utilisant deux fours pendant 2 heures, il permet de lixivier 96% de chrome, 63% de vanadium, 96% de molybdène. Et micro-ondes, pendant 15 minutes, il permet de lixivier 100% de chrome, 65% de vanadium et 100% de molybdène. Les résultats semblent prometteur. Donc, en termes d'efficacité, il reste à valider la rentabilité du procédé. Donc, je dis aussi, dans ce projet, il y a l'autre tâche qui est la CV. Donc, on est en train de travailler ici au BRGM, Stéphane Muller qui travaille là-dessus. Et bon, à la fin de ce mois-ci-là, on va avoir les résultats qu'on peut dans le rapport final aussi. Et on a aussi des publications. Là, donc, je peux dire à la fin que je remercie chaleureusement le soutien qui a rendu cette du style et aussi nos remerciements à nos deux stagiaires, Eric Meux, qui ont contribué à réaliser ces travaux et aux publications ci-dessus, vous voyez. Donc, on a eu des publications dans les journaux scientifiques, même dans les conférences internationales. Donc, si vous avez des questions, moi, je suis parti un peu. Merci Noureddine. Alors, on a eu quelques soucis de son. Euh, de temps en temps, c'était un peu haché. Et pendant quelques secondes, on a perdu le fil de ton Oui, exposé. Alors, je ne sais pas d'où ça vient. Alors, des questions, il y en a qui sont arrivées par le chat. oui. Alors, je vais essayer. Donc, Sophie, tout à l'heure, tu auras le droit à une question de Jean-Christophe Gabriel, même à deux questions, parce que je l'ai malheureusement oublié tout à l'heure. Donc, on pourra y revenir. J'ai Alors, répondu en privé, en fait, Erika. ah, tu l'as. C'est pour ça que je vois un merci. D'accord. OK. Alors, donc, je vais essayer de ne pas faire deux fois la même erreur. Donc, je vais commencer par Vincent Fenrol. Donc, Noureddine, la question de Vincent est la suivante. Comment l'émission des micro-ondes est-elle réalisée en pratique et est-ce adaptable à l'échelle industrielle? Oui, ben, c'est vrai, on a constaté que nous, qu'on a mis les mélanges avec le sexe et de réactifs, avec les laitiers au micro-ondes, ça marchait pas. Donc, il faut mettre un peu d'humidité, un peu de l'eau sur le mélange. C'est avec l'eau là, ça chauffait, donc ça montait la température. Donc, nous, on a choisi les réactifs et chaque fois on choisit un réactif, on voit on, on mesure la température et on voit si ça monte ou ça monte pas. Donc, on sait que les laitiers avec le mélange, si avec les réactifs alcalins, si on ne monte pas la température, donc ils ne vont pas réagir. On ne va pas modifier les méthodes, c'est les vanadates, les molybdénates pour les rendre solubles. Donc nous, on cherche toujours la température qu'on a utilisée pour les fours conventionnels 600-800. Donc comme j'ai montré tout à l'heure dans la figure là, mais certains réactifs, même on les met, la température du four ne monte pas. Donc voilà, donc c'est pour ça que nous on suivait comme ça. Et à l'échelle industrielle, c'est possible. Il y a certains qui utilisent le micro-ondes à l'échelle industrielle, même en continu.
Ok, merci Noureddine. Une autre question d'Ahmed Belkacem. Est-ce qu'à ce stade de l'étude, vous avez déjà réalisé une approximation économique? Ouais, c'est une bonne question, et c'est ça que j'ai dit. Maintenant, vous savez, l'ANR, c'est des projets des TRL bas, hein, de 4. Hein. Donc, l'économique, donc l'évaluation techno-économique, ça fait partie du projet ANR. On a une tâche là-dessus. Donc, comme j'ai dit, Stéphanie Muller, qui est en train de travailler chez les ACV, aussi les évaluations techno-économiques, on va réaliser. C'est-à-dire, c'est au final, on va l'avoir d'ici fin du mois ou bien au mois de janvier. Alors, y a-t-il d'autres questions? Pour l'instant, je n'en vois pas arriver. Alors, moi, j'en ai une, Noureddine. Ça concerne le gisement. Alors, Oui, il me semble qu'il doit y avoir une cinquantaine de fours électriques d'aciérie en France voilà, qui ont leur spécificité. Alors, il y a ceux qui vont faire des inox, du ferrovanadium, du ferromolybdène. oui. Est-ce qu'on peut estimer le gisement en connaissant, on va dire, en C'est imaginant possible, hein, que… parce que, comme tu dis, c'est possible. Pour une tonne, combien tu génères le… Ouais, en imaginant que même il y a 10 ans, on va dire la nature des poussières était les mêmes, est-ce qu'on peut chiffrer ça? Est-ce que ça a déjà été fait? Est-ce que le BRGM s'y intéresse? Non, non, on l'a pas fait nous, non, c'est pas notre. Mais c'est vrai, on peut avoir estimé ces gisements. Et pour te dire, Eric Meur, je sais pas, j'ai entendu parler, si c'est vrai, il y a dans le futur, on va tout arrêter des hauts fourneaux. Donc, on va se focaliser sur les fours à arc électrique. Mhm. Il y aura pas mal parce que les fours à arc électrique, on fait la fusion des ferrailles. Alors que dans le fourneau, c'est minerai. Les minerais, on n'a plus de minerai, donc ils vont fermer les hauts fourneaux. C'est ce que j'ai entendu. Hein. Alors, moi j'avais entendu la même chose dans une conférence à Nancy, donc fait par un économiste. C'est-à-dire Oui, qu'on va arriver à un moment où l'acier sur le marché du recyclage tout sera à tellement fait. important qu'on n'aura pas plus besoin de la production primaire. Ouais. Ah, Voilà. On verra ce que le futur nous dira. ah oui, oui, c'est sûr. Alors, on est en avance sur le timing, ce qui est rare. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Donc, si vous en avez en réserve et puis ou qu'elles ne vous viennent pas à l'esprit immédiatement, vous les mettez sur le chat. J'essaierai de ne pas les oublier. Et si notre conférencier suivant est déjà présent, je pense qu'on peut mettre en place sa présentation. Monsieur Notez, êtes-vous là? Donc, Noureddine, je vais te demander de départager Ah, ouais. ta présentation. Alors, est-ce que la SNAM est prête? Ah, Coralie me dit que alors Monsieur Notez devrait se connecter dans 10 minutes. Voilà, donc moi, j'ai pas le talent des animateurs du Téléthon. Hein. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pendant 10 minutes? Des charades, je ne sais pas. Alors, c'est le moment. Hein, alors, justement, donc, il y a quelqu'un qui vient à ma rescousse. Éric Grondin, avez-vous déjà fait des projets avec les rejets d'aluminerie ou usines de nickel, Redine? Hey, ben, question à moi. Oui, Est-ce qu'il y a déjà fait des des projets projets avec les rejets de production d'aluminium ou des usines de de nickel. nickel? Je crois, je ne sais pas s'il y a de mes collègues qui ont travaillé là-dessus. Je crois, il y en a, je crois, je ne sais pas. Je crois, au BRGM, il y a certains qui travaillent sur le nickel. Ouais. Je ne peux pas dire, hein, moi, je n'ai jamais travaillé là-dessus. Alors, pour meubler un petit peu, Sophie, Je est-ce que tu crois, es… je crois, il y en a, hein, il y en a, je sais pas. Est-ce qu'elle est là comment ça s'appelle Gwen non, elle n'est pas là. Je ne sais pas. Est-ce que Gwenaëlle est connectée? Sinon, elle peut prendre la parole pour apporter une réponse à la question qui a été posée à Noureddine. Gwenaëlle, es-tu là? Non. Alors L'autre. moi, je propose que tout à l'heure, j'ai oublié une question, la question de Jean-Christophe Gabriel qui était posée à Sophie Leger, et donc en fait, elle lui a répondu dans le chat. Donc je propose à Sophie de donner la réponse collégiale. Donc quel est le risque posé par l'eau
pour l'industrialisation de l'utilisation soit des d'hypothétiques solvents ou des liquides ioniques? Sophie, est-ce que tu peux répondre à la communauté? Oui, oui, je peux répondre à la communauté. En fait, l'eau, c'est plutôt un atout quand on va travailler sur des métaux nobles parce que finalement, que ça soit en électrolixiviation ou en électrodépôt, on va être assez peu gêné. Dans le cas du palladium, on a été quand même un petit peu embêté parce qu'effectivement, ça catalyse la réduction de l'eau, mais je pense que ce n'est pas insurmontable. Donc, par contre, c'est plutôt un atout puisqu'en fait, ça va faire baisser de manière assez importante la viscosité. Donc, je pense qu'il faut plutôt s'en servir justement comme par exemple d'un additif. Et donc, comme je disais tout à l'heure, il va falloir pouvoir travailler dans des conditions définies, on va dire, d'atmosphère et des plages larges d'atmosphère, c'est-à-dire se dire, bah voilà, tant que je suis entre tant et tant de pourcents en eau, eh bien, je sais que mon procédé, il fonctionne. Parce que contrôler la teneur en eau ou essayer de diminuer au maximum la teneur en eau, c'est, d'un point de vue procédé industriel, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique à faire. Donc, autant essayer de s'en servir pour diminuer la viscosité et du coup, pouvoir favoriser le transport de matière. Merci Sophie. Noureddine, une question pour toi qui vient d'arriver. De Christelle Oui. Lejean ou Legence. Comment sont récupérés les métaux qui ont été piégés dans les HDL? Comme je l'ai dit, hein, donc, bon, c'est vrai, c'est pas vraiment mon domaine, les HDL, matériaux, c'est Alain Seron, je ne sais pas s'il est là. Bon, peut-être. Donc, je peux dire que nous, on a utilisé plus les HDL, une quantité très importante, 5 fois plus, et qu'on peut récupérer des métaux pour, à moi, essayer de récupérer tous les métaux. Donc, dans solution, c'est ça. Donc, c'est un HDL que j'ai dit qui du MgAl2O7, hein, des traités thermiquement. Et là, on le met dans solution quelques heures pour capter tous les métaux. Et puis faire filtration et analyser la solution. Donc, on a vu que la solution est appauvrie, mais ce qu'on a constaté, qu'il y a l'affinité de ces HDL, c'est des argiles, hein, de double laminaires, c'est qu'ils ont plus d'affinité avec le manganèse. Donc, le manganèse, il prend la place du chrome. Alors, c'est pour cette raison, j'ai dit, on peut déjà faire un traitement. Au début, on prend un HDL et récupérer, capter tout le manganèse. Même le manganèse, maintenant, c'est fait partie, hein, des métaux qu'on cherche aussi à récupérer. Donc, récupération de ces manganèses et laisser la place aux autres et faire un autre traitement avec un autre HDL et récupérer on peut faire une sélectivité comme ça. Chaque fois, récupérer un métal avec les HDL. Donc, si Alain, il est là, il peut répondre plus que moi. Je ne sais pas, je ne crois pas qu'il est connecté. Je ne sais pas s'il est là. Alain Seron, non, il n'est pas là. Là, non. Donc, c'est des trucs, c'est bon, si lui, il peut répondre mieux que moi, hein, donc c'est sa spécialité. De toute manière, Noureddine, dans les HDL, c'est de l'adsorption. Donc, Là, voilà. donc, il suffit de changer généralement les conditions de pH pour pouvoir dessorber les. Oui, mais généralement, le pH, ce qu'on dit, on travaille à pH 13. Hein. Mhm. On travaille pour ne pas détruire les HDL. Mhm. Donc, il faut un truc basique.